Bien. Mes chers collègues, je vous propose de commencer cette audition. Bonjour à tous. Et avant d'aborder l'audition de ce jour, je voudrais vous proposer de nommer un rapporteur sur la candidature proposée par le président de la République de M. Gilles Andréani à la présidence de la Commission du secret de la défense nationale. Et pour information, la présidence de ces commissions est la seule fonction pour laquelle, en application de l'article 13 de la Constitution, l'avis de la Commission de la défense est requis. Et je vous informe également que nous auditionnerons M. Andréani le mercredi 5 avril. Et pour nous permettre de préparer au mieux cette audition, je vous propose de nommer M. Loïc Kervran comme rapporteur sur cette proposition de nomination. Je ne sais pas si ça fait l'objet d'échanges ou autres. Donc on est consulté sur cette nomination du président de la République. Et pour éclairer la commission, Loïc Kervran pourrait faire ce travail et nous rendre son avis, on va dire, dans le cadre d'une nomination classique. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Oui, j'en prie. Abstention. Très bien. Donc une abstention. OK. L'ensemble. Donc 5 abstentions. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Donc Loïc Kervran est nommé rapporteur. Donc nous pouvons maintenant poursuivre notre cycle d'audition sur la diversité des modèles d'armée. Donc après le Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Roumanie, nous allons nous pencher ce matin sur 2 pays méditerranéens, l'Italie et la Grèce. Notre première heure sera consacrée à l'Italie avec le général Marco Bucciami, attaché de défense auprès de l'ambassade d'Italie à Paris. Mon général, merci beaucoup de votre présence qui va nous permettre de mieux comprendre la politique de défense et le modèle d'armée italien en amont de nos travaux sur la future loi de programmation militaire française. Et cela nous permettra de disposer, j'allais dire, d'importants éléments de comparaison pour essayer nous-mêmes de mieux savoir comment vous fonctionnez et faire les bons choix pour notre pays. Nous attendons de vous que vous puissiez nous expliquer la perception des menaces par l'Italie dans le contexte actuel du retour de la guerre de haute intensité en Europe et comment cette perception influe sur votre organisation de défense italienne et sur le format des armées italiennes. Nous serions également intéressés de mieux connaître comment votre politique de défense s'inscrit dans celle de l'OTAN et de l'Union européenne. Nos 2 pays, France et Italie, entretiennent des relations très étroites. Le récent traité du Quirinal, entré en vigueur le 1er février dernier, a impulsé une nouvelle dynamique positive dont témoigne notamment la signature en juin dernier par nos 2 chefs d'état-major d'un document portant une vision stratégique commune et fixant des axes de coopération interarmée et d'armée. On pourrait citer également comme témoignage de cette bonne coopération dans le domaine de la BITD, la joint venture Naviris entre Naval Group et Fincantieri, où nos coopérations capitales également pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne dans le domaine spatial. J'ajoute que la Commission s'est déjà rendue à Rome avec les co-rapporteurs de la mission Flash sur la défense sol-air, Natalia Pouzireff et Jean-Louis Thiriot, qu'ils ont été d'ailleurs très satisfaits de leur déplacement et très bien accueillis en Italie. Et j'espère pour ma part pouvoir également prochainement rencontrer mon homologue. Mais sans plus tarder, mon général, je vous cède la parole. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude pour avoir été invité à parler des sujets de la défense italienne dans ce cadre prestigieux. Je voudrais par conséquent m'excuser pour avoir demandé la possibilité de faire recours à un interprète. J'aime, je comprends et je parle français, même si avec beaucoup d'erreurs, mais en tenant compte de l'importance et de la complexité du sujet et surtout du temps limité disponible, je préfère privilégier le contenu et la synthèse. La mission principale des forces armées italiennes est la défense de l'État. Les forces armées ont également pour mission d'agir pour la paix et la sécurité, conformément aux règles du droit international et aux décisions des organisations internationales dont l'Italie fait partie. Les forces armées contribuent à la sauvegarde des institutions et accomplissent des tâches spécifiques dans des circonstances de catastrophes naturelles ou dans d'autres cas de nécessité et d'urgence extraordinaires.
Jusqu'à il y a un peu plus d'un an, nous avions l'illusion de vivre dans un monde caractérisé par la fin des conflits de nature idéologique et stratégique. Mais le présent semble être plutôt un retour en version technologiquement avancée aux horreurs des conflits mondiaux du siècle dernier. Le scénario géopolitique actuel, caractérisé par une dynamique complexe de concurrence au niveau stratégique, accélérée par la crise en Ukraine, place une fois de plus en position centrale et importante ce qu'on appelle la Méditerranée élargie, un secteur d'intérêt stratégique primordial pour l'Italie. Il s'agit d'un espace où des problématiques aux racines anciennes croisent des menaces hybrides, des conflits d'intensité variable et des confrontations multidomaines dans le contexte de stratégies de communication invasives et à visée de déstabilisation. Il est désormais largement admis que ce secteur géographique multidimensionnel, qui est une zone d'implication de projection naturelle pour l'Italie, est destiné à être affecté par des phénomènes d'instabilité croissante, notamment à cause de la crise ukrainienne. La sécurité de l'Italie et de la communauté internationale représente donc un défi qui évolue rapidement et, parallèlement, est devenu aussi beaucoup plus complexe. Le développement et la diffusion rapide de nouvelles technologies entraînent de difficultés objectives à tracer une ligne de démarcation claire entre la défense et la sécurité, ou plus simplement entre la guerre et la paix, en raison également de l'utilisation croissante de milices irrégulières, d'actions hybrides et de campagnes d'information, ou plutôt de désinformation. En ce sens, grâce au progrès technologique et à l'expansion des réseaux de communication accessibles au public, les activités dans le domaine cognitif, qui peuvent être comparées à la propagande du siècle dernier, ont évolué et se sont transformées pour prendre une dimension d'un véritable domaine opérationnel. L'environnement cognitif dans lequel on utilise les fake news, le contrôle des médias, l'instrumentalisation des réseaux sociaux et la manipulation de l'information doit être considéré comme un champ de bataille, comme un terrain sur lequel sont utilisées des armes contemporaines capables de conditionner l'opinion publique et destinées, au bout du compte, à influencer les décideurs. Dans ce contexte, la concurrence dans le domaine cyber et spatial élargit considérablement le concept de menace pour la sécurité nationale. Dans le cadre des alliances, les Nations Unies, l'OTAN et l'Union européenne sont nos valeurs et nos références politiques pour la protection du développement économique et social. Notre pays reconnaît dans les Nations Unies l'instrument incontournable et partagé pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité. Le renforcement de notre participation aux missions de maintien de la paix de l'ONU est demandé à la lumière de la contribution significative de l'Italie
qui est reconnu et apprécié à l'échelle internationale. L'OTAN est l'alliance de référence en matière de défense et de dissuasion. La stratégie nationale prévoit un engagement fort sur le flanc oriental de l'Alliance, conformément au développement de la récente crise en Ukraine. Au sein de l'Union européenne, il est nécessaire de poursuivre une intégration croissante des ressources et des capacités entre les États membres en renforçant la politique de sécurité et de défense commune en synergie et en complémentarité avec l'Alliance atlantique. Dans le cadre des alliances de référence, le récent traité bilatéral avec la France, mais aussi la coopération renforcée avec l'Allemagne et les anciennes relations bien structurées avec le Royaume-Uni, peuvent également représenter une opportunité pour développer des initiatives communes visant à orienter l'attention de l'OTAN et de l'Union européenne vers la Méditerranée. Si la dimension atlantique et européenne représente les pierres angulaires de notre positionnement international, la Méditerranée élargie est confirmée comme une zone d'importance première, où les intérêts de l'Italie sont projetés et doivent être protégés pour sauvegarder la sécurité nationale. La Méditerranée représente un carrefour d'influence et un champ d'action large en termes de sécurité, mais aussi d'opportunités commerciales, financières, d'approvisionnement économique et énergétique. En font partie intégrante également d'ailleurs les routes maritimes, fondamentales pour assurer l'interdépendance économique, sociale et culturelle de notre pays. L'engagement des forces armées italiennes se poursuit dans les points névralgiques de cet espace politico-stratégique, crucial pour l'équilibre mondial et dans lequel se trouvent les principaux intérêts nationaux. En ce sens, les forces armées italiennes sont engagées dans 37 missions internationales dans 25 pays, avec près de 11 000 soldats et 5 000 soldats qui participent à des opérations sur le territoire italien. Vu l'évolution du cadre de sécurité internationale et du scénario dans la Méditerranée élargie, la défense devra faire face à un double défi. D'un côté, lancer un profond renouvellement de l'instrument militaire qui le rende pleinement intégré et capable de participer efficacement à la nouvelle confrontation, aussi dans le domaine de cyberespace et de l'espace, qui sont fondamentaux pour toutes les opérations. Et d'un autre côté, garder la capacité à opérer efficacement dans les domaines traditionnels, en consolidant les capacités de combat concrètes, la disponibilité, la projectabilité, la capacité de soutien logistique et l'efficacité au sens large. Le ministère italien de la Défense est organisé. On a un pôle technico-administratif dont dépendent en même temps les achats et les 9 directions générales. À la tête de ce pôle technico-administratif se trouve le secrétaire général.
D'un autre côté, il y a un pôle technico-opérationnel dirigé par le chef d'état-major de la Défense. L'Italie compte 4 forces armées, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et les carabiniers. Ces derniers dépendent techniquement du ministère de l'Intérieur pour les aspects liés à la sécurité publique. Du chef d'état-major de la Défense dépendent un état-major pour la politique et un commandement interforce pour la gestion des opérations. Les capacités cyber et spatiales sont gérées au niveau interforce. Le développement de l'instrument militaire trouve son ancrage dans les engagements pris sur la scène internationale au sein des alliances politiques et militaires auxquelles l'Italie appartient. La portée stratégique de la politique guidance de l'OTAN et de la boussole stratégique de l'Union européenne, la valeur capacitaire des objectifs de capacité de l'OTAN et les opportunités offertes par les initiatives européennes constituent les principales références pour les activités de planification générale pour le développement des capacités des forces armées. Au niveau de l'organisation, nous visons de plus en plus vers un modèle interarmé, intégré avec d'autres agences de l'État, avec nos partenaires européens et de l'Alliance atlantique, et capable de développer des synergies efficaces et structurées avec l'industrie nationale et avec le monde de la recherche et de la culture. À cet égard, parmi les réformes à l'étude, afin d'accroître la synergie entre la défense et ses industries, il existe également la possibilité de scinder le domaine, le pôle technico-administratif, en séparant, comme c'est déjà le cas en France, les achats des directions générales. L'évolution rapide dans les domaines cyber et spatial oriente nécessairement le développement capacitaire de l'instrument militaire vers une plus grande interopérabilité et la réalisation de systèmes et de plateformes intégrés dès le niveau de la conception. C'est dans ce contexte que s'inscrit le récent changement réglementaire qui confère à la défense la responsabilité de gérer les activités cyber et spatiales à caractère de sécurité militaire, qui constitue donc l'un des piliers du système national. La communication stratégique, qui est un élément essentiel de la dimension cognitive, en particulier dans la société hyperconnectée d'aujourd'hui, est également une capacité qui devra être renforcée et surtout mieux comprise. L'Italie accorde donc une grande attention à la création de véritables capacités multidomaines capables d'assurer la synchronisation des actions et des effets dans tous les domaines de référence: terre, mer, air, cyber, espace. La disponibilité de ressources humaines adéquates, aussi bien au niveau militaire que civil, est la première condition afin que les forces armées puissent faire face avec succès à l'évidente expansion de leur
tâches institutionnelles, à commencer par les défis de plus en plus complexes et étendus au niveau national et international. À cela s'ajoutent les défis liés au développement technologique, à la modernisation des processus opérationnels, aux activités cyber et spatiales et à la nécessité accrue d'un soutien national en cas de grande catastrophe. Les effectifs des forces armées italiennes ont progressivement diminué, aussi pour concentrer les ressources financières sur l'investissement et la formation. Aujourd'hui, les forces armées italiennes peuvent compter sur une force de 163 000 soldats, sans tenir compte des carabiniers et sans tenir compte des responsables pour les ports. Et 20 000 civils. Dans le cadre de la réduction suspensionnée, la loi 244 de 2012 prévoyait une réduction à 150 000 soldats d'ici 2024. Mais en tenant compte des changements dans la situation, l'année dernière, a été votée la loi 119 qui a permis de repousser cet objectif à 2033. Récemment, le ministre de la Défense Crosetto est intervenu en exerçant la possibilité de délégation définie par la loi 119 en portant l'ensemble à 160 000 soldats. De fait, les réductions dans le nombre de personnels militaires sont arrêtées. De plus, l'action continuera en augmentant le nombre de personnels civils et en élargissant le concept de réserve. Cette réserve, actuellement, est limitée seulement à certaines tâches, certains métiers civils qu'on ne trouve pas facilement dans les forces armées et qui sont donc appelés individuellement pour effectuer des tâches techniques spécifiques. Mais l'idée, ce serait d'élargir la réserve pour disposer d'un plus grand nombre de personnes, aussi pour assurer des tâches typiques de la défense. Il s'agit donc d'ouvrir la réserve à des personnes qui ont déjà acquis des compétences militaires, car ils ont déjà servi dans les forces armées, ou à des personnes sans expérience, mais qui seraient formées. Le potentiel de défense d'un pays ne dépend pas seulement des capacités opérationnelles de ses forces armées, mais également est proportionnel au niveau technologique et des capacités de production industrielle. L'action de soutien à ce secteur de l'économie nationale que l'Italie entend mener avec détermination devra permettre de renforcer et préserver l'autonomie stratégique nationale, ainsi que la souveraineté technologique dans les secteurs d'intérêt prioritaire. Cette action devra
optimiser les collaborations, la standardisation, l'interopérabilité entre les forces armées italiennes et les alliés, en saisissant également les opportunités offertes par les programmes de coopération européens. Merci, mon général, pour cette intervention qui montre des convergences importantes de nos politiques de défense et on va dire des réflexions communes à la fois sur les nos capacités conventionnelles et également sur les stratégies hybrides. Je note également que, en termes d'organisation du ministère, vous avez bien 4 forces et que, un peu comme la gendarmerie nationale qui historiquement était pour nous dépendante du ministère des Armées, les carabineries sont toujours fortement liées à votre ministère de la Défense. Et que vous avez également une réflexion importante concernant les réserves qui sont aujourd'hui consacrées sur des personnels qui sont des spécialistes mais que vous souhaitez potentiellement étendre. Alors nous avons une trentaine de minutes pour échanger. Nous allons prendre les interventions des orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Mounir Belhamiti. Merci Monsieur le Président. Mon général, au nom du groupe Renaissance, je tenais à vous remercier pour votre exposé clair et complet. La coopération franco-italienne en matière de défense constitue la pierre angulaire de la sécurité du flanc sud de l'Union européenne. La Méditerranée, et même la Méditerranée élargie, ce concept présent dans votre politique étrangère, qui intègre la région méditerranéenne, celle du Sahel, du Levant, du Moyen-Orient, de la Corne de l'Afrique et du Golfe de Guinée, représente un enjeu fondamental de la défense française, italienne et plus globalement européenne. La plupart des enjeux géopolitiques internationaux sont présents dans cette zone, l'intensification des compétitions entre États, les menaces sur la liberté de navigation et le risque de conflits de haute intensité peuvent y mettre en péril les routes commerciales, les approvisionnements énergétiques et les grands axes de communication. Sans oublier évidemment le cas libyen qui fait peser une menace continue sur la stabilité de la région et qui a également d'importantes implications pour nos États, notamment car il favorise l'immigration illégale. Comme réaffirmé par la rencontre en janvier entre nos ministres de la Défense, Guido Crosetto et Sébastien Lecornu, la Méditerranée élargie doit rester un espace important de vigilance et de coopération pour nos deux pays. Comme défini par la signature historique du traité du Quirinal qui entérine la coopération bilatérale renforcée entre nos deux pays, cette coopération concerne à la fois notre diplomatie, mais également nos forces armées. En ce sens, la marine italienne a participé à l'exercice international MX Orion, dirigé par la France, qui s'est tenu du 14 février au 3 mars en Méditerranée. Et cet exercice à grande échelle, dans une logique de train as you fight, vise à former les forces armées françaises et les marines alliées dans un cadre conjoint et multinational de haute intensité et multidomaine. Nous avons donc pu y observer l'opérativité et l'efficacité de la coopération entre le navire Rizzo italien et son homologue français Chevalier Paul. Votre commandement des opérations spatiales a également pris part à l'exercice Astérix 2023 qui s'est déroulé à Toulouse du 21 février au 10 mars, ce qui est la suite logique de la coopération historique et étroite de nos agences spatiales. J'aurais donc 2 questions à vous poser à ce sujet. J'aimerais tout d'abord connaître la manière dont l'Italie perçoit et appréhende les invitations de la France à réaliser ce type d'exercice et qu'en attend-elle à l'avenir. Et ma seconde question concerne la Méditerranée, dont j'ai explicité au début de mon intervention les défis. Quelle est la politique de défense du gouvernement italien en Méditerranée et quelles initiatives allez-vous lancer, notamment au regard des problématiques précitées? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Julien Rancoula. Merci, Monsieur le Président. Mon général, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui à la Commission française de la Défense et des Forces armées. À titre personnel, j'ai une grande estime pour l'Italie, d'autant plus que mon grand-père maternel est issu de l'immigration italienne et a servi dans l'armée française. Tout un symbole. L'Italie est, comme la France, un grand pays méditerranéen avec lequel nous avons beaucoup en commun, aussi bien sur le plan culturel, historique, mais également d'un point de vue militaire. Sur ce point, nous pouvons parler par exemple de notre coopération industrielle et de la commande récente franco-italienne de 700 missiles antiaériens et antibalistiques Aster produits par MBDA. Nous pouvons également évoquer notre coopération sur le système solaire moyenne portée terrestre Mamba, qui est également un succès et le fruit de la coopération franco-italienne. Nous devons nous en réjouir. Au Rassemblement national, nous croyons en la coopération bilatérale entre la France et l'Italie
et nous espérons qu'elle pourra s'approfondir en continuant à trouver des intérêts communs ensemble. Le traité du Quirinal, signé en 2021 entre la France et l'Italie, va dans ce sens, trouver des axes de coopération possibles et les développer ensemble dans une logique gagnant-gagnant. Nous aimerions vous interroger ce matin sur les défis stratégiques pour nos deux armées que représente l'espace méditerranéen. Vous le savez mieux que moi, la rive sud de la Méditerranée, avec laquelle nous avons une forte proximité géographique, n'est pas à l'abri d'une déstabilisation plus importante. C'est un des constats que fait la dernière revue nationale stratégique française, publiée à l'automne dernier. De la même manière, la Méditerranée orientale est une zone de forte tension entre notamment la Grèce et la Turquie, deux pays pourtant membres de l'OTAN. Il paraît évident que nous avons des intérêts communs à préserver l'ordre et la stabilité du contour méditerranéen. Nous devons éviter les crises majeures qui pourraient avoir de dramatiques répercussions militaires, migratoires et économiques. Ainsi, mon général, selon vous, à l'heure du retour de la haute intensité aux portes de l'Europe et d'une déstabilisation toujours plus prégnante de l'ordre international hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que pourraient faire ensemble les armées françaises et italiennes pour se préparer aux potentiels défis de demain, notamment en Méditerranée? Et deuxième question complémentaire, quels sont pour vous les axes d'amélioration de notre coopération militaire franco-italienne? Je vous remercie. Merci. Pour la France Insoumise, la parole est à Martine Etienne. C'est bon? Generale, buongiorno. Continuare le mie osservazioni in francese. Général, je vous remercie pour votre présence ici et pour votre propos liminaire très éclairant. En tant que membre du groupe d'amitié France-Italie, je suis ravie que l'on puisse discuter du modèle des armées italiennes. Je voudrais notamment axer mes questions sur le soutien apporté à l'Ukraine et sur les conséquences de l'invasion russe sur le modèle d'armée italien. L'invasion russe en Ukraine a parfois mis en évidence la vulnérabilité de certains modèles d'armées européens et le besoin en matériel et en masse pour faire face à d'éventuelles invasions. De nombreux pays ont d'ailleurs décidé d'acquérir de nouveaux chars blindés et de moderniser leur équipement au vu des observations émises suite au conflit. La presse a d'ailleurs indiqué que le gouvernement italien envisagerait de se procurer des chars allemands Léopard 2A7+, et de nouveaux véhicules d'infanterie pour coller à la réalité du terrain. Selon vous, quelles conséquences de long terme va avoir la guerre en Ukraine sur le modèle d'armée italien et sur la modernisation des équipements? Est-ce que d'autres acquisitions sont prévues ou en cours de réflexion? Je souhaiterais ensuite souligner l'excellence de la coopération en matière de défense entre nos deux pays. Le système Sol-Air Mamba, dont un exemplaire a été livré en Ukraine, le montre. Ce moyen de défense antimissile balistique et aérobie permettra à l'Ukraine de se défendre face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes, en couvrant une part conséquente du territoire ukrainien. De manière plus large, donc, j'aurais souhaité vous entendre sur la coopération en matière de défense entre nos deux pays. Quel regard portez-vous sur l'avenir de celle-ci? Enfin, puisque l'Italie a annoncé vouloir renforcer sa livraison d'armes et de matériel à l'Ukraine, j'aimerais vous entendre sur le sujet. De manière large, quelles sont les conséquences concrètes de l'invasion russe sur vos matériels et vos exportations d'armement? Merci. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Mon général, c'est un... Monsieur le Président, merci. Mon général, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans cette commission, d'autant que nous revenons avec ma collègue Natalia Pouzirev dans le cadre d'une mission solaire d'un déplacement à Rome, où non seulement vos homologues nous ont remarquablement accueillis, ont consacré du temps à cette mission et ont montré à quel point ils attachaient de l'importance à la coopération
entre la France et l'Italie, et je tiens vraiment à vous dire comment ce fut un des déplacements les plus fructueux que nous avons fait. Donc merci à l'Italie. Nous sommes heureux, entre puissances méditerranéennes, d'être côte à côte. J'aurais souhaité vous interroger sur deux sujets. Vous avez évoqué au début de vos propos le concept de Méditerranée élargie. Nous sommes aussi une puissance méditerranéenne. Nous y avons évidemment des intérêts, et j'aurais souhaité que vous nous précisiez ce qu'est ce concept de Méditerranée élargie, puisque si j'ai bien compris, il va du détroit d'Ormuz au golfe de Guinée, donc on est effectivement dans des zones d'intérêt stratégique pour nos deux pays, et ce serait intéressant d'avoir des précisions sur ce point. Ma deuxième question concerne les coopérations en matière d'armement. Nous sommes tous très heureux de la très belle réussite de MBDA en matière de défense solaire, et comme d'autres, j'ai lu dans la presse un certain nombre de projets de l'Italie de rénover son parc blindé et de remplacer les Ariete. On parle d'une solution Léopard. Est-ce qu'il y a des réflexions menées avec Nexter pour envisager éventuellement une solution franco-italienne qui pourrait s'articuler sur le MBT, le prototype présenté par Nexter? Merci, mon général. Merci, mon général. Je vous cède la parole comme vous me l'avez demandé, sachant qu'il reste encore 6 questions et que nous avons une vingtaine de minutes devant nous. Sì, vorrei provare intanto a Je rispondere. vais tout d'abord essayer de répondre à ces premières questions qui sont déjà nombreuses. J'espère parvenir à répondre à toutes ces questions, même si inévitablement mes interventions seront limitées aux aspects technico-militaires. Je ne pourrai pas intervenir sur ce qui a un caractère politique ou diplomatique. Je vais commencer par la première question concernant la participation de l'Italie aux exercices conjoints avec la France. Il s'agit là, sans aucun doute, d'initiatives qui ont toujours impliqué l'Italie et la France, et qu'avec le traité du Quirinal récemment ont été multipliées. Les échanges entre personnel militaire italien et français croissants, ce sont des opportunités qui permettent d'intégrer et de renforcer l'interopérabilité entre nos deux pays. Nous avons donc une vision tout à fait favorable de ces initiatives. Nous souhaitons qu'elles puissent se poursuivre. Il s'agit indéniablement d'activités complexes, mais je suis sûre que l'Italie continuera de participer avec la France à ces exercices. En ce qui concerne la politique de défense italienne dans la Méditerranée, comme j'ai pu le dire, la Méditerranée est une zone de plus en plus instable. Le conflit en Ukraine a démontré combien la Méditerranée revêt d'importance. L'Europe n'est pas une île indépendante, et tous les flux en provenance du monde entier passent souvent par la Méditerranée, et j'entends les flux énergétiques, de matières, d'immigration, de personnes, le terrorisme, les armes. Et il s'agit d'une zone extrêmement complexe et tout à fait stratégique pour l'OTAN, pour l'Europe, pour les pays les plus proches de la Méditerranée. Il est donc essentiel d'en garantir la sécurité. Et dans le cadre des études que mène l'Italie pour accroître sa défense, l'Italie, comme d'autres pays de l'OTAN, est en train d'accroître son budget de défense, ayant pour objectif d'atteindre 2% de PIB avant 2028. Ces investissements seront faits également avec une plus grande attention vis-à-vis de la région méditerranéenne. Je passe à présent à la troisième question. Que
pouvons-nous ou devons-nous faire pour nous préparer ensemble aux défis qui se posent dans la région méditerranéenne? Comme cela a été dit, l'intégration et l'interopérabilité entre France et Italie sont des éléments essentiels, et pouvoir intégrer davantage et opérer davantage ensemble, ce qui se produit déjà au niveau stratégique et politique, mais également sur le terrain, permet d'améliorer cette intégration, et c'est certainement le chemin à suivre ensemble. L'Italie, la France, comme établi par le traité de Quirinale, et comme cela se fait déjà, doivent travailler de plus en plus ensemble pour la stabilité de la Méditerranée et développent des stratégies qui permettent de couvrir tous les vides de pouvoir qui pourraient voir le jour dans la Méditerranée, en déstabilisant ainsi la situation. Les conséquences, autre question, les conséquences pour l'Italie, pour le soutien de l'Italie à l'Ukraine. Alors, comme nous avons pu le dire, les forces armées italiennes, comme celles d'autres pays, tout en ayant saisi les changements dans l'air, ont été surprises par les événements. Nous savons que les schémas propres à la guerre froide étaient dépassés. Les forces armées italiennes s'étaient donc concentrées sur la projection, avec une formation qui était centrée sur la projection de l'aviation et les composants légers, et avec une armée terre qui était passée au second plan. Nous sommes en train d'accélérer le système. Il n'est certainement pas facile de compenser ce qui n'a pas été fait pendant des années et les ressources qui se dirigent vers l'Ukraine. Nous avons effectivement une économie de guerre qui, en France, est très présente et qui est valable également pour l'Italie. Il faut donc trouver une entente avec l'industrie pour élaborer un système plus flexible. L'industrie s'était, elle aussi, habituée à travailler sur des schémas rigides dans la production d'armes qui se faisaient dans des délais bien précis qui ont changé. Il est donc nécessaire de changer les modèles industriels, les structures industrielles, afin de pouvoir rééquilibrer plus rapidement les modèles des forces. Ce que je pense de la coopération à venir entre la France et l'Italie, eh bien, j'en pense que du bien, évidemment, et non seulement pour des raisons historiques d'amitié entre nos deux pays, mais pour une raison ultérieure très simple. La position géostratégique de l'Italie, en effet, a des caractéristiques qui sont très proches de la France, si bien que les objectifs en matière de sécurité nationale française et italienne sont à 80% les mêmes. Il est donc inévitable que la coopération entre la France et l'Italie se poursuive. Il serait insensé de ne pas le faire, et en ce sens, le traité du Quirinal nous garantit, j'en suis sûre, un avenir de plus grande coopération entre nos deux pays. J'ai le privilège de participer à toutes les rencontres techniques bilatérales entre la France et l'Italie, et j'ai pu constater une très forte hausse de ces activités, une idée aujourd'hui qui le démontre. Aujourd'hui, nous avons ici à Paris une délégation de l'armée de terre qui est en train d'étudier avec l'armée française un plan de coopération bilatérale avec la France dans le domaine de l'armée de terre, qui comportait uniquement quelques
quelques capacités, avec une forte coopération avec les unités de montagne françaises et italiennes, mais cette collaboration doit s'étendre et inclure toutes les capacités de l'armée. Demain, une réunion est prévue pour parler encore une fois ensemble des nouvelles capacités de l'armée de terre en matière de DGA. Et une rencontre également est prévue pour la marine. Tout ceci pour montrer que cette collaboration est croissante et nous avons bon espoir que cela se poursuive également à l'avenir. De quelle façon pouvons-nous renforcer notre aide à l'avenir à l'Ukraine? J'ai cité certaines limites auxquelles nous sommes confrontés. La réalité industrielle est importante pour garantir cette assistance. L'Italie est en train d'élargir des aides à ce pays, comme indiqué par l'OTAN et l'Union européenne. Nous poursuivons sur ce chemin et nous faisons notre possible pour augmenter notre assistance et la coopération en la matière. Ce qu'adviendra à l'avenir, c'est difficile évidemment de le prédire aujourd'hui. Il faudra suivre l'évolution de la guerre sur le terrain. Je ne suis pas à même de le faire. La collaboration dans la Méditerranée élargie, j'ai pu expliquer combien cette région est importante pour l'Italie en termes d'accès à l'Europe, mais aussi en tant que lien entre l'Indo-Pacifique et l'Atlantique. La Méditerranée élargie, cela peut être trompeur en termes linguistiques et renvoyer uniquement à l'activité de la marine, mais il faut adopter une approche multidomaine avec une coopération de tous les États sur toutes les côtes de la Méditerranée, avec un support sur terre, dans l'armée de l'air, dans le cyber, dans l'espace. Et puis, il faut également réfléchir en termes de fonds marins qui acquièrent une importance de plus en plus forte. Nous savons qu'énormément de canaux de communication passent par là et beaucoup de l'information dont nous bénéficions passe par des câbles sous-marins, sans compter les ressources énergétiques qui acquièrent de plus en plus d'importance, d'autant que nous avons sur le flanc est de l'OTAN un blocus. Alors, je vous le disais, on pourra légèrement décaler la fin de l'audition, peut-être à 10h15, mais pour autant, je demande aux orateurs de se limiter, si possible, dans la taille de leurs questions. Pour le groupe démocrate, la parole est à Christophe Blanchet. Merci, Monsieur le Président, mon général, chers collègues. Le déséquilibre croissant du contexte géopolitique européen et mondial nous appelle plus que jamais à faire preuve d'adaptabilité et à renforcer notre résilience. Adapter ses capacités militaires, c'est d'abord réfléchir au modèle d'armée dont nous voulons nous doter pour faire face aux nouvelles menaces. Ce sera aussi l'esprit de la nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030. Mais l'instabilité géopolitique actuelle ne concerne pas que l'Ukraine sur son sol. La mer Méditerranée n'en est pas exemple, et vous l'avez rappelé en disant que la mer Méditerranée est un carrefour d'influence. Dans ce contexte, il est indispensable pour l'Italie de constamment réaffirmer son rang de puissance maritime dans la région face à ses compétiteurs. La flotte russe s'y fait de plus en plus présente, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la marine italienne a passé de nombreuses commandes de bâtiments de guerre. Mon général, ma première question concernera donc votre ressenti à ce sujet, même si vous l'avez déjà expliqué, mais à l'aune des ambitions italiennes en matière de capacité maritime, la priorisation de la cohérence sur la masse vous paraît-elle pertinente? Il nous a été rapporté les difficultés pour la Marina Militare à armer tous ces bâtiments avec un équipage suffisant. Qu'en est-il exactement? Quelles seraient vos préconisations ou vos retours d'expérience à ce sujet pour nous aider à préparer notre loi de programmation militaire aussi? Ensuite, la résilience de nos nations est également un point essentiel pour nos armées. Les réserves, et vous les avez évoquées, sont l'un des outils les plus efficaces lorsqu'il s'agit, pour un pays, de soutenir les secteurs essentiels au fonctionnement et à la sécurité du pays. Vous avez évoqué 20 000 réservistes aujourd'hui. Ce sujet nous intéresse fortement parce que l'objectif est de doubler le nombre de réserves en France. Pourriez-vous nous indiquer vers quel nombre vous voulez aller sur le nombre de réservistes en Italie?
Vous avez évoqué les tâches aujourd'hui qu'ils effectuent, les tâches techniques, quelles sont-elles? Et vous avez dit qu'il faudrait les emmener vers des tâches de défense. Est-ce que vous évoquez aussi vers ces tâches de défense des tâches opérationnelles en opération extérieure? Sur ce même sujet, quel budget est aujourd'hui alloué sur ces réserves et quel budget voulez-vous y mettre à l'avenir? Et en dernier point, tout ceci peut se faire s'il y a une éducation à la défense et à l'esprit de résilience, éducation aussi donc de notre jeunesse. L'Italie bénéficie-t-elle d'un service militaire ou d'un service national? Si tel est le cas, pouvez-vous nous préciser les conditions de ces services auprès de ces plus jeunes? Et dernière question en général, vous avez parlé des réserves, j'ai 3 minutes, Monsieur le Président, vous avez parlé des réserves, aujourd'hui la réserve en France sont constituées sur l'égide de la Garde nationale. Comment sont structurées les réserves en Italie? Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Mon général, je vous remercie pour votre présence, pour votre implication dans les relations entre nos deux pays. Nous sommes aujourd'hui ensemble soudés dans le soutien à l'Ukraine et dans sa résistance acharnée contre l'agression russe. En particulier, la livraison d'armes de défense antimissile de l'Italie est cruciale. Je pense par exemple au système Aspide et bien sûr au système franco-italien Mamba. Notre coopération est une grande force dans ce temps de crise en Europe et mon groupe est très sensible et particulièrement attaché à cette relation bilatérale fructueuse et souhaite qu'elle se poursuive. Dans le contexte actuel, nous sommes amenés à réinterroger nos certitudes d'hier et à envisager le futur avec beaucoup d'incertitudes et nous partageons des problématiques clés. La mobilisation des chaînes industrielles et des armées est nécessaire pour répondre à l'urgence actuelle et garder une crédibilité et une capacité des forces dans un modèle d'armée actualisé. Quels choix ont été opérés pour le rehaussement du budget militaire progressivement à 2% pour l'horizon 2028? Et compte tenu de l'inflation, cet objectif lointain peut sembler incertain. Pouvez-vous nous dire si une révision est envisagée dans le contexte de l'évolution de la guerre en Ukraine? Et dans quelle mesure cet objectif s'appuie sur des coopérations européennes? À propos de nouvelles coopérations, quelles sont les attentes italiennes en matière de chars de combat? Et enfin, je souhaiterais rebondir sur une information d'actualité. La semaine dernière, le ministre de la Défense italien a estimé que le groupe Wagner était au moins en partie responsable de vagues migratoires en Italie. Pouvez-vous nous indiquer sur quels renseignements se base cette affirmation? Je vous remercie. Merci. Alors, il nous reste 3 questions. Je vous propose de les prendre maintenant. Et en général, vous aurez entre 10 et 15 minutes pour répondre si vous le souhaitez. Alors, pour le groupe Lyot, je n'avais pas vu. La parole est à Christophe Nejlen. Encore 3 questions ensuite. Merci, Monsieur le Président, mais je vais prendre 30 secondes. J'écoutais attentivement et merci beaucoup, mon général. Ma question est simple. On parle beaucoup de l'Europe de la défense. On sait qu'il y a un partenariat qui est stratégique entre la France et l'Italie. Néanmoins, certains voient dans l'Europe de la défense quelque chose de beaucoup plus poussé de toutes les armées européennes, voire même un budget commun. J'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. Deuxièmement, on connaît l'implication de l'Italie aussi sur la mer Méditerranée. On sait aussi tout ce qui se fait avec Frontex dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Alors même si ça ne vous concerne pas directement, est-ce qu'il y a des relations et est-ce que l'armée italienne est impliquée aussi sur le territoire italien et dans des territoires d'opération extérieure sur la lutte contre l'immigration clandestine? C'est mes 2 questions. Merci. Donc, je vais prendre les 3 dernières questions. La parole est à Jean-Pierre Cubert-Affon. Merci, Monsieur le Président, mon général, chers collègues. La relation bilatérale de défense que nous entretenons avec l'Italie, nous le savons, est structurée autour du Conseil franco-italien de défense et de sécurité. Elle se matérialise par différents accords de défense dans les domaines aériens, naval et spatial. Le Conseil a donné
à une déclaration des ministres de la Défense qui permettrait de donner à la relation franco-italienne toute la mesure de sa dimension européenne. Mon général, Madame la Présidente Meloni s'est rendue à Kiev le 21 février dernier afin de réaffirmer le soutien total de l'Italie face à l'agression russe. Pensez-vous que le récent changement de présidence du Conseil pourrait faire évoluer la position de votre gouvernement avec les alliés de l'OTAN et un récent achat de 700 missiles de la famille Aster traduit la volonté de nos deux pays de continuer à moderniser et pérenniser leurs capacités terrestres et navales de défense antiaérienne. Pensez-vous que les efforts européens en matière de défense soient de nature à assurer de manière pérenne leur avenir et leur indépendance stratégique? Je vous remercie. Merci pour la brièveté de la question. La parole est à Franck Giletti. Merci Monsieur le Président, merci mon général pour votre présence aujourd'hui. Et comme pour mon camarade Rancoul, vous entendre aujourd'hui a une saveur particulière, pour moi aussi évidemment. Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé il y a peu le budget de la prochaine loi de programmation militaire. Si la hausse des crédits alloués à nos armées est considérable, des différends au sein du gouvernement semblent laisser transparaître un manque d'ambition. D'ailleurs, nous avons récemment appris que sur les 10 nouveaux patrouilleurs promis à la Marine nationale, seuls 7 seront finalement livrés. La France ne se donnera visiblement pas tous les moyens pour assurer notre présence en Méditerranée. Pendant que l'exécutif tourne à juste titre le regard vers l'Indo-Pacifique, des puissances émergentes comme la Turquie et l'Algérie viennent perturber l'équilibre de la Méditerranée. Pendant ce temps, le gouvernement français semble avoir un double choix budgétaire et stratégique, délaissant l'action pourtant vitale de la France en Méditerranée. Pour assurer ses objectifs stratégiques, la France doit donc miser sur des coopérations avec ses partenaires européens. Dans ce contexte, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir nous donner l'état d'avancement du projet de corvette européen, European Patrol Corvette, auquel nos deux pays prennent part. Aussi, face au manque de moyens dont dispose la marine française et à l'émergence de nouvelles menaces en Méditerranée, pensez-vous que des coopérations actives entre nos deux marines pourraient être envisagées pour assurer à la fois notre présence et le respect de nos frontières? Je vous remercie. Merci. Et enfin, la parole est à Sabine Thilaye. Merci, Président. Général, tout d'abord, mes excuses de ne pas avoir pu écouter vos propos liminaires. Je suppose que vous avez parlé de l'espace, parce que l'espace, le spatial prend une place importante aussi en Italie. Et nos deux pays ont signé un accord en 2021 reconnaissant que l'espace est une des clés pour la compétitivité européenne et représente un prérequis pour les capacités stratégiques des deux États. À travers notre accord bilatéral, on cherche aussi à consolider la coopération sur les futurs lanceurs Ariane 6 et Vega C. Mais on peut constater que nous sommes relativement faibles face à la concurrence internationale. Quand on voit qu'en 2022, les États-Unis ont réussi 91 lancements en orbite, la Chine 64, et nous, en réalité, nous sommes qu'à 5 lancements. Comment voyez-vous le futur? Ou quelles sont les ambitions futures de l'Italie aussi dans le spatial militaire? Je vous remercie. Mon général, vous avez la parole. Je vous propose de prendre une dizaine de minutes, si possible, maximum, pour répondre à ces questions. Je vais essayer de répondre de façon synthétique, peut-être en regroupement. Je voudrais d'abord parler de la réserve. 20 000, ce sont les hommes de la réserve civile. C'est une étude, le fait d'étendre cette réserve. Donc, on ne peut pas encore avoir des détails en termes de quantité et de qualité, mais c'est une orientation importante. Pour ce qui est de la marine et à l'augmentation de sa masse critique, certainement les pays européens, par rapport aux grandes puissances mondiales, ont de plus en plus de mal à avoir des moyens suffisants. Il faut donc œuvrer ensemble pour acquérir plus de masse, et une coopération comme la coopération franco-italienne peut donner d'excellents résultats. L'Italie veut augmenter
le budget de la défense pour arriver à 2% au sein de l'OTAN. On voudrait augmenter encore plus ce budget au-delà donc de ces valeurs, de ce pourcentage. Mais l'Italie a quelques problèmes en la matière car l'inflation et la dette rendent difficile une possibilité d'augmentation du budget. Dans certains pays, c'est plus facile d'augmenter le budget militaire. Chez nous, c'est plus difficile, mais de toute façon, l'Italie veut faire de son mieux, mais veut être aussi crédible. Donc, quand l'Italie dit qu'on arrivera à 2% en 2028, elle le fera, mais elle ne veut pas se donner des objectifs impossibles à atteindre. Aussi, pour pouvoir donner une réponse concrète aux demandes de nos alliés. On m'avait posé une question sur l'influence du groupe Wagner sur les migrations. Je ne connaissais pas cette intervention du ministre Crosetto, mais on avait parlé de la présence russe dans le cadran méditerranéen. La Russie avance sur différents terrains, pas uniquement en Ukraine, et crée des difficultés. La présence au Sahel a été une source de déstabilisation. Et donc, cela ne fait que pousser à la migration. Mais je n'ai pas plus de renseignements en la matière. Des chars de combat, c'était une question qu'on m'avait posée tout à l'heure. L'Italie veut participer au projet du Main Ground Combat System, auquel participent l'Allemagne, la France. L'Italie veut participer, mais un des problèmes qui concerne l'Italie sont que ce projet a un terme très lointain et l'Italie a besoin de solutions plus proches, plus rapides. On a parlé par exemple du char Ariete et donc essaye d'avoir des capacités communes avec la France, ce qui veut dire demain pouvoir avoir un char commun, mais aujourd'hui déjà pouvoir atteindre cette masse critique qui est fondamentale pour affronter les crises en Méditerranée et pour notre sécurité. Il y a d'autres questions, mais à part le fait que je n'ai pas beaucoup de temps, certaines questions avaient une visée plutôt politique. Je suis un technicien, je ne peux que parler des capacités militaires, je ne peux pas me pencher sur des considérations politiques. Une question encore, on me demandait si l'Italie utilisait les forces armées pour lutter contre l'immigration clandestine. Bon, j'avais parlé de 5000 personnes et il y a aussi ce qu'on appelle la Capitaneria di Porto, 10 000 personnes dans le contexte de la marine et qui font des opérations de contrôle, surveillance. Donc c'est une activité effectivement qui est menée par la marine, essayer de surveiller ce secteur. Je remercie donc vous tous pour votre attention. Pour nous, c'est un honneur d'être ici devant vous. J'ai beaucoup apprécié cette audition qui est témoin de l'intérêt de la politique française et de son désir de se comparer à d'autres pays, et je vous en remercie. En général, pour votre disponibilité et votre éclairage sur la stratégie de défense italienne qui nous a été vraiment très utile, et je pense qu'on peut vous dire qu'en tant que parlementaire, on tâchera de contribuer au renforcement de la relation, de la coopération bilatérale entre la France et l'Italie.
Mes chers collègues, je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes. Vous souhaitez qu'on fasse une pause ou on peut continuer directement? On continue directement donc avec l'audition de l'ambassadeur de Grèce en France. Merci beaucoup mon général et donc on peut faire 2 minutes de pause. Merci.